Bonjour Yaorana, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents ce matin pour les restitutions donc, de ce 6e forum de l'économie bleue consacré à l'innovation maritime en Polynésie française. Donc juste un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là mardi matin, vous le savez, nous on parle de la Polynésie française, mais on parle de tout le continent polynésien, et qui est donc essentiellement maritime, avec 26 millions de kilomètres carrés consacrés au maritime. Et donc c'est dans ce contexte-là aussi que l'on se projette, avec nos amis de Nouvelle-Calédonie qui sont présents, et également l'ensemble des îles du Pacifique Sud de Polynésie française. Lors de la matinée de mardi, on a eu des intervenants qui vous ont exposé d'une part une vision générale de cette innovation maritime, et puis ensuite on a eu 3 séquences successives. L'une sur la plaisance et l'étude qui a été menée et portée notamment par le cluster et ses partenaires autour des filières de déchets de la plaisance, de réduction des impacts. Une présentation également sur le transport maritime à la voile et puis sur les approches biomimétiques qui peuvent être introduites au sein de l'innovation technique et technologique. Et donc ensuite, vous avez tenu un certain nombre de tables rondes. Et donc ce matin, nous allons assister à leur restitution. Donc nous avons un certain nombre d'animateurs qui vont se succéder et vous présenter les résultats de leurs travaux. Donc on va commencer par la première table ronde qui était consacrée à la gestion intelligente des infrastructures maritimes et des navires. Donc tout un programme. Oui. Et donc, ce n'est pas Gérard qui va restituer la première table ronde. Et donc, j'appelle Jean-Victor, s'il te plaît. Merci à toi. Ok, le bouton, c'est lequel ? Ok, impeccable. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Victor Lussan. Je suis le directeur de Galatea qui fait des objets connectés et également des bornes pour les marinas. Je vais faire la restitution de l'atelier gestion intelligente des infrastructures maritimes et des navires. Alors, intelligente, ça ne veut pas forcément dire numérique. On peut avoir des solutions intelligentes sans être forcément numériques. On était une trentaine autour de cette table ronde, divers horizons. Donc, on a abordé les sujets de la gestion des ports et des marchandises. Ce qui est fait aujourd'hui en Polynésie, c'est MGI avec le CCS, Cargo Community System, pour gérer les navires et les marchandises sur le port de Papeete, porté par le port autonome. Donc ça existe déjà depuis mai de cette année. Ce qui n'est pas fait, mais où il n'y a pas de besoin qui a été exprimé dans ce sens-là, c'est la partie informatisation pour les armateurs interasulaires. Ils gèrent déjà le connaissement avec une application, mais ils n'ont pas de besoin particulier d'aller plus loin. Au niveau des navires de pêche, il y a une relation déjà qui est faite entre armateurs et mareyeurs, étant donné que les mareyeurs sont parfois aussi actionnaires des armateurs. On va dire que c'est une filière qui est assez intégrée verticalement, on ne va pas dire fermée, mais ça fonctionne comme ça. D'ailleurs, quand on propose d'une application en ligne pour de la vente de poissons directement et ouvrir, ce n'est pas forcément pertinent dans le modèle actuel, puisque tout est intégré et un peu critique, mais un peu fermé, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour la gestion des ports des marchandises. Au niveau du tourisme nautique et de plaisance, on a fait des constats au niveau du groupe de travail qu'il y avait des problèmes pour les zones de corps morts. Il n'y avait pas assez de zones de corps morts. Et quand il y avait un problème parce que les bateaux n'utilisaient pas les corps morts. Ils préféraient s'amarrer juste à côté et pas payer 500 francs par jour pour être sur le corps mort. Donc là, on est plus confronté à un problème de discipline ou d'éducation par rapport aux utilisations des infrastructures. Donc, un, manque d'infrastructures, et deux, quand il y en a, on ne les utilise pas. Pourquoi ? Proposition de piste de solution. C'est pas tout à fait dans l'ordre, on va prendre le troisième point en premier. On va dire que d'abord il faut sensibiliser et éduquer les gens. Après, on est sur la piste réglementaire, c'est-à-dire qu'il faut des lois encadrer ça. Et enfin, mettre en place des sanctions.
parce que ça passe apparemment par ça, pour réguler cet aspect nautisme de plaisance autour des corps morts. Il y a des solutions intelligentes, là pour le coup. Ce sont des bouées connectées qui ont été proposées aussi sur le stand, et on voit aussi au niveau du forum des solutions qui sont dans ce sens, qui permettent de gérer les mouillages des corps morts de façon plus automatisée et avec une gestion de la tarification, de la réservation des corps morts, etc. Mais encore faut-il qu'on on retombe sur les mêmes problématiques qu'on avait évoquées, hein, que ce soit utilisé. C'est une solution technique, mais avant tout ça, il faut peut-être la réglementation, les sanctions, etc. Au niveau tourisme nautique toujours, alors là c'est les relations entre les usagers des marinas et les fournisseurs de services, les ports ou les infrastructures. D'un côté, on a les usagers qui disent on n'a pas le service ou ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une restitution de ce qui s'est dit, il n'y a pas d'interprétation. De l'autre côté, il y a les fournisseurs de services qui disent on fournit des services, mais ils ne sont pas prêts à payer. Par exemple, est-ce que les eaux grises pour les traiter, est-ce qu'il faut payer ou pas? Il y en a qui a peut-être le service, mais ils ne sont pas prêts à payer, donc ça peut poser des problèmes. Donc sur ce point-là, ce qu'il y a peut-être à mettre en œuvre, c'est déjà d'organiser des rencontres plus formelles entre les usagers et les fournisseurs de services. Peut-être que le cluster maritime peut jouer un rôle de médiateur ou d'organiser des rencontres périodiques pour faire avancer le sujet, en fait. En tout cas, c'est pas que lié au nautisme, mais c'est la rencontre de l'offre et de la demande, et voilà, on est en plein dedans. Au niveau de la sécurité maritime, c'est un autre sujet qu'on a abordé. Donc il y a des bateaux, étant donné qu'on n'a pas forcément la visibilité des disponibilités des places dans les mouillages ou dans les ports, il y a des bateaux qui naviguent et qui partent sans savoir s'ils pourront être accueillis à leur destination, ce qui peut poser des problèmes de sécurité, notamment pour le JRCC, pour suivre ces bateaux-là. Alors qu'il y a des solutions qui peuvent être mises en place. Par exemple, ouvrir les bases de données des capitaineries, des marinas ou de ceux qui ont des infrastructures pour dire, ouvrir les bases de données au JRCC par exemple, pour dire, on a tel bateau, on a ces informations, on a ces contacts-là, ils partent aujourd'hui, ils vont vers tel endroit. C'est des informations qui peuvent être remontées. Donc là, on est peut-être sur ce qu'on appelle l'open data, ouvrir les données aux organismes de surveillance. On peut aller plus loin dans l'ouverture des données, et après il faudra faire juste attention à ce qu'on ouvre, mais si on ouvre ces données-là à des petites entreprises, on peut créer des services à valeur ajoutée, des microservices, par exemple avec des entreprises qui vont anticiper les arrivées des bateaux, préparer des pièces de rechange ou tout un tas de services. Donc on est encore dans l'open data contrôlé, où on peut créer de la valeur et apporter une amélioration au niveau de l'économie. Au niveau de la sécurité, a été évoquée la solution c'est une piste, de mettre des récepteurs AIS sur les flottes, pas de Air Tahiti Nui, mais je pense de Air Tahiti plutôt, sur les avions pour repérer les bateaux. Et une dernière piste qui a été proposée, c'est de mettre en place des capteurs ou des trackers GPS directement sur les bateaux à l'entrée des eaux. C'est-à-dire d'imposer, je ne sais pas si c'est possible, mais d'imposer qu'ils aient cette balise et qu'ensuite on puisse tracer tout au long du séjour du bateau, du voilier, du cargo. Les cargos, ils sont bien équipés. Ces bateaux dans les eaux polynésiennes. Au niveau des infrastructures télécom, il y a des solutions qui existent, elles ont été évoquées, par exemple les bouées connectées. Se pose ensuite la problématique de pouvoir connecter ces bouées localement. Parce qu'on sait bien en Polynésie, quand on est sur les îles sous le vent ou les îles du vent, tout va bien, enfin au niveau Internet. Dès qu'on commence à s'éloigner, Tuamotu, archipel éloigné, on n'a pas forcément d'Internet, on n'a pas de 3G ou de 4G. Donc est-ce que ces nouvelles technologies de bouées connectées, par exemple, pourront fonctionner sans Internet ou avec un Internet limité, bridé? Donc c'est là où on retombe un peu sur la mission de l'OPT, d'étendre le réseau d'infrastructures télécom et la problématique de remonter les besoins des plaisanciers ou des fournisseurs de services avec les contraintes de l'OPT
qui sont d'avoir des investissements très lourds pour des îles qui sont parfois très petites. Bon, ça, on le connaît, c'est le contexte polynésien. Donc ça, c'était une intervention de l'OPT qui rappelait un petit peu les difficultés et la réalité du terrain. Néanmoins, par rapport aux technologies classiques, il y a des nouvelles technologies qui sont à surveiller. C'est tout ce qui est de l'IoT par satellite. C'est dans les tuyaux et ça va arriver dans les prochaines années au niveau commercial. Donc ça pourra déboucher sur des bouées connectées qui ne passeront pas forcément par le réseau de l'OPT ou par des infrastructures terrestres, et ça sera remonté directement vers le satellite. Avec ça, on pourra par exemple avoir du tracking de bateaux à bas coût ou des DCP connectés, etc. Voilà. Et donc après, effectivement, on rencontre entre les fournisseurs de services maritimes et l'OPT. C'est un petit peu à l'image des utilisateurs et des fournisseurs de services. Parce que l'OPT doit savoir où est-ce qu'il doit faire des efforts, mais il faut pour ça qu'on lui remonte l'information. Donc des rencontres sont peut-être à organiser dans ce sens-là. Et enfin a été évoqué le sujet de mettre en place des annuaires de services recensant tous les prestataires maritimes pour que tous les usagers puissent avoir une banque de données où s'adresser en fonction de leurs problématiques et en fonction de ce qu'il y a à améliorer en fait, ou de ce qu'ils cherchent. Et le dernier point, je crois, c'était les énergies propres, où a été évoqué le problème de pollution des bateaux qui utilisent du gasoil, sachant qu'il est subventionné. Donc là, on n'est peut-être pas dans une boucle virtueuse, puisqu'on a du gasoil pas cher. Pourquoi aller sur de nouvelles énergies ou nouvelles sources d'énergie si on peut l'avoir subventionné pas cher ? A été évoqué le fait aussi qu'il n'y a pas forcément de filière de traitement de batteries usagées. Bon, ça c'est peut-être information à vérifier, mais localement il n'y en a pas et donc ça coûte cher de retraiter les batteries. Mais il n'y a pas que les batteries dans les énergies propres, il y a peut-être d'autres solutions également. Il peut y avoir alors c'est ces nouvelles technologies autour des bateaux hybrides qui utilisent un mix énergétique gasoil, batterie ou gasoil autre système. Et donc c'est à surveiller au niveau des évolutions technologiques. Voilà. C'était notre atelier et ce qu'on a évoqué dans plusieurs thèmes. On a essayé d'ordonner un peu ça. Voilà ce que ça a donné. Ok, je vous propose déjà d'applaudir cette restitution. Est-ce que vous auriez, pour celles et ceux soit qui y ont participé ou qui étaient dans d'autres ateliers mais qui souhaiteraient intervenir, des questions, des remarques, des suggestions, des déceptions, des cris? Ah, il y en a une. Merci pour cette très belle restitution. Juste un petit point par rapport à l'annuaire des services, pour juste préciser que c'est un outil qui existe déjà sur le Yellow Flag Guide et également dans le site de l'Association des plaisanciers de Polynésie. Voilà, c'est la seule remarque. Merci. Il y a une application en ligne déjà ? Oui, en fait, il est téléchargeable en ligne sur un site internet. C'est le site internet. Il n'y a pas d'application encore. Mais pas une application, oui. Et le guide Moana aussi recense l'ensemble, mais c'est effectivement pas encore super technologique. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interventions? Oui. Bonjour, merci pour cette restitution. J'avais une question, une remarque plutôt. Dans le premier slide, tu disais qu'il fallait réglementer les bateaux de plaisance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas réglementé. Ça veut dire que n'importe quel bateau qui rentre dans nos eaux balance en toute eau et il peut s'installer là où il veut. Il me semble que c'était la réglementation autour de l'amarrage et des corps morts. Je ne sais pas s'il y a je suppose qu'il y a une réglementation, mais en tout cas, il n'y a apparemment pas de punition ou de sanction. Pas de répression, oui. Donc pour le moment, un plaisancier international qui arrive de Panama ou d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste avant d'intervenir? Stéphanie Betts, présidente de l'association Tei Moana, le syndicat Tei Moana des activités nautiques et également responsable d'Archipelagos. Donc il y a une réglementation au niveau du temps de séjour pour les bateaux et pour les personnes, mais après il n'y a pas de réglementation particulière sur où je peux mouiller. Donc aux Marquises, aux Tuamotu, aux îles sous le vent, aux îles du vent,
en dehors des endroits où il y a un PGEM ou une réglementation qui a été mise en place par la commune, il n'y a pas de règle si ce n'est celle du bon sens maritime, de se mettre dans une baie abritée. Et les instructions nautiques également précisent les endroits où on peut aller ou ne pas aller. Mais il n'y a pas de réglementation comme ça peut être dans d'autres pays où à l'entrée, on peut avoir une formalité à faire et même des frais d'entrée et de passage et de séjour à payer qui peuvent permettre de contribuer à financer des infrastructures et équipements maritimes. Donc c'est un petit peu, je pense, le sens de la réflexion du pays, c'est de voir si ce type de réglementation pourrait être mis en place à l'échelle du pays. Je voudrais juste effectivement préciser un peu l'importance un peu de cette réglementation, parce que effectivement ça démarre un peu, je dirais, l'expérience en fait de ces plaisanciers qui arrivent en Polynésie et ils ne savent pas exactement quelles sont les règles. Donc de mettre à disposition effectivement très rapidement dès l'entrée, les ports d'entrée, que ce soit les Marquises ou les Tuamotu, effectivement une information générale en anglais et en français pour pouvoir indiquer effectivement quelles sont les zones de mouillage. Et c'est l'intérêt justement de ports connectés, c'est d'établir un réseau de bouées connectées de sorte que ces plaisanciers puissent s'amarrer dans les zones prévues et également définir sur cette, je dirais, sur cette information, cette donnée générale, qu'est-ce qu'on peut faire à Tahiti, quelles sont les obligations en termes de pollution sur les eaux grises, où sont les zones d'infrastructure portuaires où sont disposées les possibilités donc de recycler ou en tout cas de décharger leurs déchets, quelles sont les activités commerciales ou les activités de tourisme ou de visite qu'ils pourraient réaliser, les activités pour pouvoir réapprovisionner les carburants. Donc vraiment un vrai réseau d'informations, et ce qui est un peu l'idée de créer en fait tout ce réseau intelligent où les bouées se connectent effectivement dès qu'il y a une approche, une connexion un peu de ces bouées intelligents. On met déjà en place le mode un peu de contrôle et d'information. Voilà. Juste, je précise qu'au cours de la table ronde, il y a quand même été évoqué le fait qu'il y avait des bouées et des corps morts qui existaient et que les bateaux, ils ne vont pas dessus, ils préfèrent aller juste à côté. C'est-à-dire qu'il y a la problématique de savoir où sont les bouées et de mettre à disposition des bouées, mais la problématique il y a des bouées, mais on ne les utilise pas, et on se met à côté parce qu'on ne veut pas payer 500 francs par jour. Voilà, donc ça, c'est encore une fois, hein, c'est des choses qui évoluent dans le temps. Effectivement, il y a des expériences comme ça, mais la réglementation évolue quasiment tous les jours, que ce soit les affaires maritimes, la DRM ou d'autres services, même la DIREN, peuvent réglementer un certain nombre de zones. Maintenant, effectivement, il faut une meilleure lisibilité sur l'ensemble de ces réglementations locales et sur les usages, voire les contraintes qui peuvent être mises en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui. Jean-Claude Lardic du CHOM. Juste rappeler que les navigateurs, en général, ils naviguent avec des cartes, qu'elles soient électroniques, qu'elles soient papier, que normalement, selon la réglementation, toutes ces réglementations sont sur les cartes. Elles le sont à condition que tout le monde a remonté en général vers le CHOM l'ensemble des données réglementaires. Alors ça marche plutôt pas mal avec les organismes de l'État. On les a et on les met sur les cartes. Et après, toutes les infrastructures, toutes les collectivités locales oublient parfois de faire le job. Et donc du coup, pas de données remontées au CHOM égale pas de données sur les cartes marines. Voilà. Donc, mais sinon, normalement, nous, notre obligation et notre devoir et notre travail au CHOM consiste à mettre sur les cartes, donc directement sous les yeux des navigateurs, toutes les questions réglementaires, que ce soit sur carte électronique ou sur carte papier, juste un cri, pensez à remonter cette information vers le CHOM, tout simplement. Madoulou, est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Questions ? Oui. Bonjour, Arnaud Leroy de l'ADEME. Moi, j'ai simplement une question sur votre constat sur la filière des traitements des batteries usagées. Alors, il s'avère que les batteries ont des durées de vie beaucoup plus longues que ce qu'on pensait il y a quelque temps. Donc, vous n'aurez peut-être pas besoin nécessairement d'avoir une filière de batteries usagées. On le voit sur les voitures, on a des batteries qui vont aller parfois au-delà de la durée de vie d'une voiture électrique. On pense même parfois 2 voitures électriques, le temps pour user la batterie de manière conséquente. Donc voilà, il faut faire attention simplement de ne pas vous brider par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a le sujet. Et dernier point par rapport au mix énergétique, les bateaux hybrides
quelques limites, en tout cas sur l'expérience qu'on peut avoir à l'ADEME, et un point important, l'émergence de l'hydrogène. Et je pense que sur ces questions maritimes, c'est quelque chose peut-être qui ferait sens dans un écosystème polynésien. Merci. Ben, écoutez, si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on passe à la restitution. Encore une fois, merci, Jean-Victor. J'ai beaucoup de micros dans la main. Et donc, pour la restitution de la table suivante, solutions innovantes pour le développement durable et résilience des espaces maritimes, nous allons appeler 3 personnes. Donc j'appelle Jean, j'appelle Victor et j'appelle l'inestimable Cédric pour venir nous faire les présentations successives. Hop. Donc toi tu termines, non ? C'est Jean qui commence, me semble-t-il. Voilà. Bon, j'étais pas présent sur la table, mais donc apparemment, ce qui a été indiqué sur les débats, parce qu'ils sont un peu au pied levé, parce que les 2 animateurs n'ont pas pu être là ce matin, donc ils ont découvert ce matin, en ouvrant les yeux, qu'ils avaient besoin, enfin qu'ils allaient devoir s'exprimer devant vous. Donc parmi les 2 animateurs de la table ronde, ils nous ont indiqué que sur l'ensemble des débats, ils ont précisé à plusieurs reprises qu'on ne parlait pas sur cette table uniquement d'innovation technique, mais que les innovations devaient s'envisager en termes de gouvernance, de services, de desserte, d'organisation, de réponse aux besoins, c'est-à-dire s'organiser autrement par rapport à l'organisation actuelle. Et l'atelier retient donc que l'innovation, notamment en termes de gouvernance, est une nécessité, et que cette gouvernance doit s'accompagner d'une autorité qui puisse s'appliquer jusque dans toutes les îles éloignées, ce qui est aujourd'hui, notamment en matière maritime, une des carences de notre collectivité, et qu'il y ait également un pilotage qui arrive à équilibrer les prises de position entre la gouvernance locale et une échelle plus globale et générale à l'échelle du pays. Voilà. Je te rends la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, Jean Massenet, je suis le vice-président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Donc déjà, merci beaucoup au cluster de Polynésie française pour son invitation et pour la qualité des tables rondes. Donc nous, on a identifié 2 défis lors de la table ronde. Le défi numéro 1 qu'on avait identifié initialement, c'était répondre aux besoins vitaux. Donc on est vraiment sur les thématiques de l'eau et de l'énergie. Quand on parle d'eau, on parle de besoin vital. Un homme peut vivre un peu plus longtemps sans manger que sans boire. L'eau est vraiment une ressource première. En défi numéro 2, on a identifié également une nécessité d'autonomie sur les îles, que ce soit donc dans les ressources en eau ou énergétiques. Il y a une réelle nécessité de ne plus dépendre de l'extérieur, que ce soit d'une île à une autre dans le même territoire, ce qui peut être le cas de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie, mais également de ne pas dépendre des ressources des territoires extérieurs. Donc en ce sens, on a travaillé un petit peu les réflexions autour de ces 2 défis, et dans le cadre des discussions, on s'est notamment rendu compte que finalement, on a tendance à mettre le défi numéro 1 ou le besoin premier vers l'eau, mais on se rend compte après réflexion que finalement, on dépend de l'énergie quand on n'a plus d'eau sur les territoires. Donc finalement, la priorisation va peut-être sur l'énergie et non plus sur l'eau pour permettre de répondre à ce besoin vital. Donc derrière, on a identifié bien entendu des opportunités, on a posé un cadre. Les opportunités au niveau des ressources, donc en eau, pardon, donc en énergie, excusez-moi, les énergies marines renouvelables, donc on a identifié des solutions qui existent déjà. Le vent, vague, houle, courant, température, ce sont des solutions certaines innovantes, mais des solutions qui existent. On a des exemples dans le salon là sur le Diginova. Et on a également des solutions qui existent sur le système d'eau, des solutions notamment, pour exemple, concret, des désalinisateurs, etc. On a également mis en avant la nécessité de considérer dans les opportunités les ressources minérales profondes, puisque qu'elles soient déjà ou non exploitées, elles restent exploitables, ça reste les ressources de demain, et c'est aussi ce qui fait la richesse de nos territoires insulaires dans la région. Donc c'est important de les considérer. On a en revanche identifié suite à cela des freins
Le premier frein, ça a tourné autour du coût des solutions. D'une part parce qu'on va parler de masse critique. Quand on a une île avec 4 habitants, on a du mal à considérer qu'on va payer une solution à 40 millions pour répondre aux besoins, bien qu'il s'agisse de besoins vitaux. On a une notion de rentabilité. Quand on va développer quelque chose, un produit, il faut qu'il soit donc accessible à moindre coût et au plus grand nombre. On parle vraiment là d'atoll, en l'occurrence en Polynésie française, avec un petit nombre d'habitants. D'autre part, on a également identifié le fait que toutes les solutions n'étaient pas forcément adaptées. Si je prends un exemple concret, vous avez des solutions en Polynésie qui fonctionnent particulièrement bien, et je pense à le rafraîchissement température avec les eaux profondes. Ça ne marche pas partout pour autant. En Calédonie, c'est juste pas possible, et on a identifié des cas en Polynésie où c'était pas le cas non plus. D'une part, de par le coût de l'infrastructure, et d'autre part, de par la forme de l'île, en fait, la morphologie de l'île en question. Et on a également voulu mettre en garde sur le fait que quand on parle de ça, de ce type d'énergie, etc., il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'autosuffisant. C'est-à-dire que ça va très vite justement de fonctionner en silo. On avait un thème qui était l'énergie, l'eau, etc. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que nous on peut faire ? Comment on peut tout solutionner ? La question n'est pas là, la question est regarder de manière assez transverse pour savoir ce que nous on peut apporter dans quelque chose qui existe déjà. Et un exemple concret là qu'on connaît, c'est le photovoltaïque. Pour le coup, le photovoltaïque fonctionne très bien, apporte de l'énergie et peut permettre de répondre à certains besoins. Pour autant, il y a d'autres solutions qui peuvent être plus adaptées pour certains territoires. Donc c'est juste pas se cantonner au thème qui est abordé. Au niveau des solutions identifiées, nos discussions ont finalement mis en avant un objectif global. Il est très global. Pour le coup, c'est vraiment une démarche entière, une démarche pays à mettre en place. Il s'agit de lancer une étude, qu'elle soit globale et surtout exhaustive, avec une certaine criticité pour la définition d'un schéma directeur avec des objectifs de péréquation. Ça fait beaucoup de mots d'un coup. donc l'idée, c'est de savoir en fait à quoi on a attrait. L'idée, c'est de savoir à quoi on a affaire. On cherche à répondre à des besoins, des problématiques. On a identifié des défis. On a identifié une certaine notion de priorisation. On doit identifier, avoir une notion de priorisation. Quand on parle de criticité, c'est de dire qu'on va mettre en avant la capacité, déjà la résilience de l'île en question. Est-ce que cet atoll est plus ou moins déjà alimenté ? Est-ce que si on a un atoll qui est complètement éloigné, desservi une fois tous les 5 ans, avec aucune capacité de s'auto-alimenter, je pense que le taux de criticité il est maximal. On n'aura peut-être pas la même criticité sur Tahiti en l'occurrence, qui est quand même déjà bien desservi et qui dispose de ressources. Donc il y a cette notion à mettre en avant. La mise en place d'un schéma directeur, donc effectivement, une fois qu'on a identifié les besoins, qu'on a un objectif, une notion de criticité des espaces, on peut avoir une notion de priorisation et donc de définition des actions en ce sens. Et le principe de péréquation, pourquoi ? Parce que quand on a une disparité de l'accès à la ressource, quand on parle de ressources vitales, on a un problème. Et là, on est en plein dans le service public, si je puis dire. On est sur le droit à l'être humain d'avoir accès aux ressources premières. Le lien avec le secteur privé, le monde économique et les concessionnaires de réseau. Pourquoi ? Parce que ça reste les acteurs de l'innovation aujourd'hui. On ne peut pas tout faire tout seul. Les institutions et autres ne peuvent pas non plus. L'idée, c'est bien de mettre les deux en synergie, d'avoir une expression des besoins concrètes, d'avoir derrière un challenge du monde industriel pour développer de nouvelles solutions en connaissance des besoins. On en arrive au fait que toute innovation doit partir inéluctablement d'un besoin. Il n'y a personne qui a jamais rien inventé d'innovant si ça ne répondait pas à un besoin. En tout cas, je ne crois pas. Un autre point, donc favoriser le développement de solutions innovantes en privilégiant pour le coup l'usage de solutions existantes. C'est-à-dire que quand on aura identifié finalement les besoins, la criticité, la priorisation, etc. des zones, la première étape consiste en suivant à ne pas vouloir tout redévelopper. C'est quelque chose qu'on a un petit peu en ce moment où on veut tous innover, on veut tous créer. Il y a des solutions qui existent sur le marché qui répondent parfaitement à certains besoins. On a un exemple concret ici, j'ai réussi à me souvenir du nom, je crois que c'est Helio. De l'eau de mer plus du soleil dans un joli bocal de verre, pouf, ça fait de l'eau douce. Solution faible coût, ça répond à des besoins, c'est peut-être largement adapté à nombre d'îles dans la région. Et donc l'étape numéro 1 finalement de tout ça, dans le cadre de la mise en place de ces solutions, consisterait en la mise en place d'une structure référente qui regroupe État, communes, pays avec mutualisation des moyens.
c'est un doux rêve partout, en Calédonie aussi. On y travaille tous. L'idée, c'est vraiment d'avoir une co-construction de ce qu'on va mettre en place, une gouvernance partagée. L'État a des besoins, le pays, le territoire a des besoins, les communes en ont. Au-delà des besoins, ils ont aussi des moyens. On parle de mutualisation, on parle de co-construction, donc de réflexion commune. Et tout ça lié au monde économique, finalement, on peut arriver à développer toujours mieux et idéalement pour moins cher. Je pense que j'en ai fini. Non, presque. Échange. Donc faut-il recentrer sur l'habitant, le citoyen, les agents qui habitent sur l'atoll? Ne sont-ils pas capables eux-mêmes d'apporter des solutions plutôt que de recréer une structure institutionnelle? Oui, effectivement, ici, ça fait partie des discussions, donc des échanges qui ont eu lieu après. On avait fait 3 tables rondes distinctes. Enfin, dans notre table ronde, on a fait 3 sous-tables rondes. Et à la fin, donc, chaque sous-table ronde a challengé avec les autres participants. Et en ce sens, donc, pour le premier point, là, on a identifié le fait que les petites initiatives locales, au-delà des entreprises, là, juste les initiatives des habitants, on se rend compte que l'innovation, elle existe déjà autour de nous. On a des exemples concrets qui existent dans des solutions définies plus tard comme innovantes, où finalement on s'est juste inspiré de l'habitant. L'habitant lui-même, il doit répondre à ses besoins. Il va innover sans chercher à faire du commerce et appeler ça innovation. Il va trouver des solutions. Et ces solutions, finalement, dans le cadre de l'expertise, de l'étude globale qu'on va faire, de l'étude des territoires, de la criticité, etc., on va très probablement identifier des zones où les habitants ont répondu à des besoins qui étaient les leurs. Et finalement, ça va pouvoir permettre de donner des idées et de faire une réplicabilité sous réserve de même contexte, etc. Mais sur d'autres atolls, la solution peut être trouvée juste via l'étude des petites initiatives locales. Et effectivement, également des petites entreprises privées, on est dans le même domaine. Donc oui, la population doit bien rester le cœur. Et si étude il y a, elle doit être centrée sur l'humain, l'habitant et ses usages. Donc attention, en revanche, la structure dont on parlait tout à l'heure, la structure de référente n'est pas forcément une structure juridique, mais une structure de gouvernance. Pourquoi monter une structure juridique avec l'ensemble des acteurs, etc. C'est beaucoup plus chronophage qu'efficient. En tout cas, on le pense. Derrière, l'idée, c'est de pouvoir simplement mettre les gens autour de la table. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui va y décider plus qu'un autre, etc. C'est la problématique que peut avoir une structure juridique en soi, par qui est-elle portée, etc. L'idée, c'est juste d'être capable de mettre tout le monde autour de la table pour réfléchir mieux et plus loin. Et une autre remarque, donc il y a déjà une politique sectorielle de l'eau. Comment faire un lien? Les politiques sectorielles n'ont pas été basées sur une consultation des citoyens. J'espère que la réponse est après, vu que je ne connais pas trop le contexte polynésien. Non. Bon, on n'a peut-être pas répondu à la question, je ne me souviens plus pour le coup. Donc un point sur l'attention, donc là on n'est pas dans les grandes idées mais dans l'opérationnel. C'est une problématique qu'on rencontre souvent avec du coup même tous autant qu'on est, on a la tendance à quand on monte des groupes de réflexion à vouloir tout révolutionner et on oublie souvent d'arriver sur l'action concrète, donc c'est important d'identifier à chaque fois le concret et de faire émerger donc des solutions opérationnelles, si possible innovantes, mais elles le seront puisqu'on répond à des besoins qui aujourd'hui nécessitent des solutions et qui peuvent être apportées. Il faut pour cela une gouvernance qui soit également opérationnelle. L'intercommunalité est également à développer, donc il peut y avoir en ce sens des optimisations de coûts importants. Exemple concret, j'ai 5 atolls de 5 habitants, si je les regroupe, on en arrive à une petite zone avec 25 habitants. On répond aussi à ce qu'on a mis en avant tout à l'heure, la masse critique, etc. Et également, donc, il y a un objectif de service public de l'eau. Donc, c'était le fameux principe de péréquation dont on parlait tout à l'heure. Au même prix pour tous les citoyens, notion de péréquation importante pour tous les participants à la table ronde. Effectivement, on parle de ressources vitales, de ressources premières, on parle d'accès à l'eau déjà. Donc, il faut que tout le monde puisse y avoir accès avec les mêmes règles, quel que soit son lieu d'habitat, entre guillemets. Et en ce sens, du coup, ça rejoint aussi l'exode, dont je crois qu'on avait abordé rapidement ça. L'exode des populations, ça peut permettre de pallier à ce genre de choses. On a peut-être plus envie de bouger quand on n'a pas des besoins premiers, on ne répond pas à nos besoins premiers, en eau comme en énergie. Et donc une référence faite à la politique H2O de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'effectivement on a mené une telle démarche gouvernementale pour le coup, enfin territoriale plus que gouvernementale, pardon,
L'idée étant de mettre encore une fois les différents acteurs autour de la table, d'identifier les besoins, d'opérer à une vision globale avec une notion de criticité des zones, etc. Quand on a un point de captage avec des ressources en eau qui sont taries par des incendies, par des ressources minières, qu'on a des milliers d'habitants en dessous et de l'agriculture, on pense que le ou les points de captage de la zone sont peut-être un peu plus critiques que le point de captage un petit peu plus loin qui finalement dessert que 2 ou 3 habitants. C'est très imagé, mais pour le coup, la politique de l'eau en Nouvelle-Calédonie, la politique H2O, a été mise en place très récemment et on a une vraie politique pays, donc portée par le territoire, qui met tous les acteurs autour de la table pour répondre aux besoins identifiés. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Ça va? Toujours pas, il y a quand même beaucoup de slides. Hein. Donc les conclusions, apporter de la cohérence et davantage de soutien aux acteurs privés. On y revient, c'est aussi les acteurs finalement de l'innovation, etc. Pour structurer la politique de l'eau et de l'énergie, puisqu'on ne parle pas que de l'eau, étant donné que la réponse des besoins en eau passe aussi par les besoins en énergie, dans beaucoup de cas, qui ne peuvent pas être séparés. Une évaluation des besoins réels et contextualisés est nécessaire. Donc effectivement, on ne va pas chercher à répondre à tous les besoins d'un coup. Entre 2 atolls de Polynésie, une île haute et une autre, on n'aura juste pas les mêmes besoins in fine, le nombre d'habitants, etc. L'adaptation, donc il y a des tailles, des échelles critiques pour la partie énergie. Et la réflexion doit bien être globale, mais les solutions devront être mixtes et locales. Donc mixte, on revient aussi au terrestre et pas que maritime. On ne va pas tout régler avec le maritime, avec nos réflexions, mais c'est bien complémentaire. Donc le besoin vital premier reste l'eau potable. Des solutions techniques non transposables, ou pas forcément du moins. C'est très souvent du cas par cas et ça devient transposable selon la typologie, que ce soit du géographie, de nombre d'habitants, etc. Donc ça rejoint à l'étude finalement quand on aura alors c'est les politiques publiques qui le définissent, mais des termes de criticité, de type d'atoll, de type d'île, de nombre d'habitants, etc. On va trouver de facto les similitudes en analyse de la donnée géographique. Et à inclure dans l'étude la préservation des ressources du milieu, bien évidemment. Puisqu'il y a une notion finalement d'éco-responsabilité, il y a une notion de préservation des ressources de demain qu'on peut pas nier, et des réflexions sur la gouvernance globale opérationnelle. Donc on reste dans l'opérationnel et dans le concret. Merci beaucoup. C'est fini. On fera les questions à la fin. En tous les cas, merci. Vous voyez que la Nouvelle-Calédonie a quelques talents également. Même s'ils sont couchés à 4h du matin, ils arrivent à... Oui, pardon. Bonjour à tous, donc Cédric Ponsonnet, le directeur de la direction des ressources marines. Donc je vais vous parler d'un sujet que pourtant je ne maîtrise pas énormément, parce que c'est vrai que nous on a plutôt affaire à des ressources vivantes. Mais néanmoins, ça c'est une problématique que dans le cadre de la gestion des ressources, on est bien obligé d'envisager. Alors le premier constat qui a été fait dans la table ronde, donc je répète déjà que je voudrais préciser que c'est un exercice qui est quand même très très compliqué, qui nous a été imposé par le cluster, c'est-à-dire qu'on part d'une solution très complexe avec un temps très très limité et qu'on nous demande de trouver des solutions. Donc des solutions, on n'en a pas a priori trouvé, mais par contre je pense qu'on a quand même déjà pu identifier au moins si ce n'est des facteurs de réussite, au moins peut-être des points de blocage. Donc le premier constat déjà, c'est que quand on parle de la gestion des déchets, on est dans une problématique très complexe qu'il faut décomplexifier, et pour ça il y a 2 solutions, enfin il y a 2 pistes. Déjà c'est catégoriser le déchet, il y a donc plein de manières de les catégoriser, mais on va pas trouver forcément, on va pas traiter le problème de la même façon selon le type de déchet. Et notamment parmi ces différentes catégorisations, il y a déjà le lieu où il est produit, sa nature bien sûr, son impact, sa dangerosité. On va s'occuper peut-être en priorité des déchets qui sont les plus dangereux et pas forcément des autres. Mais donc déjà, et aussi le deuxième point, c'était aussi qu'est-ce qu'on entend par gestion des déchets. Alors que bien évidemment, le mieux c'est de ne pas le produire, mais quand il est produit, est-ce que l'objectif c'est juste de le traiter ou est-ce que c'est de le recycler? Donc il est aussi important de savoir jusqu'où on a l'intention d'aller pour pouvoir commencer à envisager des solutions. Donc ces 2 préambules étant posés, on a essayé dans le cadre donc, de l'atelier de quand même vraiment essayer de nourrir un peu les discussions, donc en rétrécissant un maximum le champ de la réflexion, et on est vite arrivé à un point, c'est que bien que l'essentiel des déchets est là où est l'essentiel de la population, donc en Polynésie française, dans les îles du Vent, finalement la problématique elle est plus ailleurs dans les îles.
Donc on est parti plutôt sur cette problématique-là, c'est s'il y a un déchet qui ne peut pas être traité sur place dans une île, comment on fait pour le traiter? Et on est très vite arrivé à un enjeu en fait de transport. Donc le transport non seulement de cette île vers a priori vers Tahiti, là où il existe globalement la plupart des filières qui permettent de traiter, sachant que si c'est pas traité à Tahiti, c'est aussi traité à l'international, ce qui rajoute encore une complexité. Mais même un autre niveau, c'est au sein même de l'île, c'est comment on organise également le transport, le stockage et le traitement de ces déchets-là. Donc vraiment plusieurs niveaux à prendre en compte pour pouvoir traiter l'intégralité du traitement. Donc sur les pistes de solutions, donc ça a été dit en introduction par Stéphane. Effectivement, je pense que sur les déchets, un des constats, c'est qu'il y a beaucoup de solutions techniques qui existent et l'innovation n'est pas forcément à trouver au niveau technique, mais bien au niveau comportemental. Ça a vraiment été, je pense, une des révélations, entre guillemets, des discussions, c'est que bon, si les solutions techniques existent, comment on fait en fait pour les mettre en œuvre? Et donc à chaque fois, c'était oui, mais comment, si ça existe, mais comment on fait, mais s'il ne veut pas faire, comment on fait, etc. Et donc vraiment tout autour d'une problématique de comportement. Et la notion, à un moment donné, une notion clé, je pense, qui est sortie, c'est la notion d'autorité. Alors là, c'est peut-être une petite différence par rapport peut-être à la présentation de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est au-delà, effectivement, juste de la simple gouvernance. On est vraiment dans la notion d'autorité. Il y a quand même un concept, il y a quand même une notion de coercition, il y a quand même une notion d'obligation, même s'il y a quand même un enjeu de gouvernance globale. Et donc, c'était des autorités. Bon, il y en a, hein, on peut, par exemple... Donc, je n'ai pas parlé dans la catégorisation des déchets, mais il y a déjà une catégorie qui est professionnelle ou domestique. Donc après, si on parle d'autorité, bon, les communes sont responsables des déchets domestiques, pas des déchets professionnels. On se rend compte que si on reste sur cette simple ségrégation, on ne trouvera pas les solutions. C'est-à-dire que, quelle que soit leur origine, il va falloir trouver, et quelle que soit soi-disant la responsabilité, il va falloir trouver des solutions qui sont communes. Donc cette notion d'autorité, c'était vraiment qui arrive à faire respecter, à informer, à communiquer, à fédérer. Donc je pense que les solutions qui seront à trouver vont être à travers cette notion, décortiquer cette notion pour essayer de trouver à tous les niveaux quel serait le bon outil. Alors l'aspect réglementaire, évidemment, bon ça, on n'est pas resté très très longtemps dessus parce que les réglementations, elles existent. Après, il faut qu'elles soient connues, mais il faut surtout qu'elles soient applicables. Et là, on tombe tout de suite dans une question de moyens. Ou alors on reboucle sur cette notion d'autorité, c'est-à-dire qui va faire respecter cette réglementation. Et après, le principal problème, encore une fois, pour le respect, c'est la connaissance, mais c'est aussi la motivation. Il faut que les gens ils aient envie. Alors on les motive, déjà il faut qu'ils connaissent le problème, il faut qu'ils aient conscience du problème, il faut qu'ils connaissent les solutions qu'on peut leur apporter. Mais aussi, il faut pouvoir aller plus loin pour les inciter. Donc, dans les incitations, il peut y avoir les incitations financières. On en parlera un petit peu peut-être après dans les solutions avec, par exemple, les consignes, qui sont une double incitation. Et ensuite, après, les labels. C'est-à-dire qu'effectivement, dans nos îles où on mise quand même beaucoup sur le développement durable, la qualité de notre environnement, en particulier pour notre tourisme, on voit bien que certaines solutions ont été trouvées, notamment par certains hôtels, parce qu'avant tout, ils cherchaient quand même à avoir une reconnaissance de développement durable. Donc je le répète, en fait, pas tant une problématique de solution technique, mais vraiment une problématique une problématique comportementale, encore que quand on commence à envisager à la fois le stockage et le rapatriement, on va se retrouver quand même face à certaines problématiques techniques. Par exemple, il y a, surtout sous un climat tropical, quand on stocke par exemple des boîtes de conserve ou des choses qui ne sont pas forcément bien nettoyées ou qui peuvent être recolonisées par des Bernard l'Ermite, etc., on peut se retrouver avec après derrière un transporteur qui n'a pas envie de récupérer quelque chose qui au départ était neutre et qui en fait ne l'est plus du tout. Alors après, et là on commence aussi à voir un autre, je pense que ça doit apparaître après, commune par commune, donc un constat aussi qu'il y avait beaucoup, quand des solutions sont trouvées, beaucoup de solutions qui sont trouvées individuellement,
Donc ce qui peut être une bonne chose parce qu'elles peuvent être adaptées, mais parfois qui est une perte d'énergie, une perte d'efficacité. Donc un exemple qui a été donné, c'est dans une commune où par exemple il va y avoir un hôtel qui va mettre en place des solutions. Ces solutions pourraient bénéficier à la commune, mais il n'y a pas le lien qui se fait. Donc du coup, est apparue donc après la notion de correspondant. Donc on reste un peu toujours dans cette problématique d'autorité. Donc qui a en fait un peu une autorité pour dire moi je sais que les autres eux ont développé telle solution, peut-être que ça peut vous intéresser. Enfin le lien, qui peut faire ça donc qui pourrait être ce correspondant, qui pourrait avoir la légitimité mais également les compétences pour que les initiatives soient connues entre eux. Donc après, bien évidemment, au-delà du comportement, et inévitablement, on va avoir un enjeu de financement. Donc, ça devrait apparaître un petit peu plus gros parce que c'était quand même dans les problématiques, dans des problèmes, enfin, un point crucial. Alors, on a un petit paradoxe à l'heure actuelle, c'est que les goélettes qui amènent tous les produits dans les îles sont pleins à l'aller, sont vides au retour. Donc là, il y a quand même, à mon avis, un mécanisme, un enjeu de financement à trouver. Maintenant, il va falloir savoir qui paye. Donc, je parlais de la ségrégation, par exemple, entre les déchets domestiques et les déchets professionnels. Si on dit aux professionnels, c'est vous qui allez devoir payer vos déchets, bon, on n'y arrivera pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils mettent la main à la pâte, évidemment, mais on ne peut pas les laisser seuls face à ce problème et les laisser seuls régler ce problème. Surtout que, même si j'ai bien insisté sur le fait qu'il était au départ important de caractériser les déchets, les solutions, elles sont souvent communes. Un bateau, il ne va pas ramener juste des déchets de la périculture, il va ramener l'ensemble des déchets domestiques de l'île aussi. Donc après, dans les financements, on n'a pas eu vraiment l'occasion de beaucoup travailler dessus. Après, les mécanismes, tous les mécanismes de verdissement d'une manière générale, ils sont quand même relativement connus. Les écotaxes, bon, elles existent déjà aujourd'hui. La consigne, apparemment, il y a eu quand même quelques exemples cités sur ce qui marche aujourd'hui, c'est souvent ce qui est consigné. Donc il y a par exemple, je crois que c'était l'exemple des bonbonnes de gaz qui sont sous-consignées et que du coup, encore une fois, on a une incitation supplémentaire pour le traitement. Alors donc du coup, ayant posé un peu tout ça, il faut donner des pistes, donc on le répète, hein, elles seront avant tout à chercher au niveau des comportements. Donc il y a vraiment à réfléchir autour de cette notion d'autorité avec, il est évident, un rôle central au niveau de la commune, mais il ne faut pas dire, en disant ça, il ne faut pas justement tout renvoyer à la commune. C'est comment, autour de l'acteur commune, on est capable de fédérer l'ensemble des actions pour trouver des solutions communes. Sur la sensibilisation et le comportement aussi, parce que bon là il faut changer les mentalités, mais aussi communiquer. C'est quand une fois que les solutions sont trouvées, il faut que les gens aient connaissance de ces solutions. Et après, inévitablement, donc je l'ai dit, l'enjeu économique, donc avec l'enjeu du financement, et après des enjeux quand même un peu un moment technique sur au moins sur le stockage et des déchets. Et donc avec un enjeu aussi, donc on en a parlé au niveau de l'énergie, hein, de péréquation, mais de péréquation à tous les niveaux, hein, donc c'est l'équilibre entre déjà les îles du Vent et le reste de la Polynésie, mais même au sein, encore une fois, du Nil, il faut permettre à tout le monde de pouvoir traiter ces déchets sans avoir un surcoût. Je crois que c'est la dernière diapo. Hein. Merci. Merci Cédric. On passe la parole à Victor. Ok, bonjour à tous. Donc Victor de Powers, cofondateur de la compagnie maritime Zéphyr et Boré. Donc moi je vais parler du transport maritime et des infrastructures. Donc pour commencer, les défis. Donc en Polynésie, il y a un renouvellement d'une partie de la flotte qui est à venir dans les 5 prochaines années. Donc il y a 10 navires sur une vingtaine qui ont plus de 40 ans. Donc il va falloir les changer. Ensuite, il y a les défis du transport maritime en général. C'est un durcissement de la réglementation par l'OMI pour les émissions de carbone. Ensuite, un autre point, c'est que les navires qu'on va construire aujourd'hui navigueront encore dans 40 ans.
Et donc la réglementation à venir par l'OMI en 2050, c'est maintenant qu'il faut la considérer et pas dans 10 ans. Donc les navires qu'on va renouveler maintenant, il faut anticiper ça. Un autre constat, un autre défi, c'est la stabilité du prix du fret. Il ne faut pas que l'innovation et le coût de la construction de navires pour la Polynésie engendre des coûts de fret pour le client final et le consommateur des îles plus importants, parce qu'il ne peut pas se permettre de payer plus cher le fret. Ensuite, le 5e point, c'est gérer l'augmentation du prix du gasoil et des hydrocarbures à venir. Enfin, en 6, c'est l'innovation. Le 6, le 6, il répète un peu le point 3, c'est que l'innovation dans le transport maritime, il ne faut pas que ce soit compensé par une augmentation du prix du fret. Donc il faut trouver des solutions qui empêchent ça. Et en point 7, c'est l'interinsularité des navires et des archipels. Donc c'est redynamiser les échanges entre les îles au sein d'un archipel. Donc par exemple, dans les Tuamotu, trouver des solutions pour avoir des petits navires qui font que les îles communiquent entre elles. Concernant les objectifs, donc c'est pour le transport maritime, c'est proposer un transport durable, avoir des prix stables pour le transport, des prix de transport maritime, diminuer les coûts d'exploitation des navires, dynamiser et maintenir les Iliens dans leurs îles par la création d'emplois. Donc pour les armateurs, c'est important. Pour les transporteurs maritimes, c'est important de conserver un dynamisme dans les îles pour que les échanges continuent à se faire. Parce qu'aujourd'hui, donc les armateurs, ils ont ce qu'on appelle des licences d'exploitation. Et ils sont obligés d'aller dans certaines îles décharger parfois 2 palettes. Donc c'est pas forcément rentable. Donc conserver un certain dynamisme dans les îles pour le transport. Et ensuite, en dernier point, c'est augmenter la qualité des prestations. Donc là, je vais passer aux solutions qui ont été trouvées. Donc, pour commencer, c'est l'aide au financement. Donc c'est mieux intégrer les indicateurs environnementaux dans les financements publics des navires et encourager l'innovation, anticiper les réglementations futures. Donc aujourd'hui, comme je le disais, dans certaines îles, c'est compliqué pour un armateur d'être rentable, et donc il faut vraiment que le gouvernement et que encourage les armateurs en aidant au financement des navires. Faut pas les oublier à ce niveau-là. Et pareil pour l'innovation. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, et voilà, c'est au gouvernement de proposer des aides au financement aux armateurs. Enfin, en tout cas, faut travailler ensemble. Ensuite, deuxième solution, c'est faire des navires mixtes, passagers, fret. Aujourd'hui, il y a l'Aranui qui a commencé à faire des navires passagers. Il y a le Tuapé aussi, entre les îles. Et voilà, il faudrait peut-être continuer à le faire. Donc, ça permettrait de conserver une certaine continuité territoriale également. Un troisième point, ça c'est pour parler des infrastructures portuaires. C'est continuer et insister davantage sur les aménagements et la gestion des débarcadères et des ports. Il y a plein d'îles qui sont encore où c'est encore très compliqué de débarquer. Les navires, ils débarquent des conteneurs au large, parfois dans 2-3 mètres de houle. Donc c'est dangereux pour les marins, c'est dangereux pour la marchandise, il y a souvent des pertes. Il faut vraiment, pour faciliter les échanges, se forcer à entretenir ces infrastructures portuaires. Et enfin, un dernier point qui a été donné, c'est de créer des hubs dans les archipels. Donc, est-ce que ça marche? Il y a un petit cargo à voile. Donc c'est dans les grosses îles, il y aurait des navires, par exemple, il pourrait y avoir des navires comme les goélettes qui iraient ravitailler les grosses îles où il y a beaucoup d'échanges. Et ensuite, c'est des plus petits navires. Par exemple, on peut imaginer des navires qui transportent 4, 5, 6 conteneurs et qui vont ravitailler les îles qui ont moins besoin d'échanges. Par exemple, ils pourraient faire une rotation avec des passagers, une rotation avec des conteneurs, une rotation avec des marchandises dangereuses. Voilà. Ça, c'était le dernier point.
Je vous remercie. Maruru, merci. Donc une table 2 très dense. Nous avons déjà une première question au fond. Bonjour à tous, Stéphane Kless, directeur de System Factory. Je me permets d'intervenir parce que je vois beaucoup de présentations de transport maritime, évidemment, au cluster naval. Mais il me semblait qu'on avait abordé, alors j'étais à la table ronde numéro 1, mais pas à la 3. On est ici aussi pour présenter une entreprise qui s'appelle Flying Wells, qui développe un dirigeable capable de porter des charges lourdes, qui a été prévu pour... Mais l'aérien n'a pas à faire ici, monsieur, je suis désolé. À partir du moment où l'aérien traverse les eaux, je pense que c'est une solution qui n'a pas été suffisamment envisagée et qu'il faudrait... alors j'ai une présentation que je vous propose de faire sur mon stand dans la foulée. Ça résout à la fois le problème du transport pour les îles qui ont des lagons et où on ne peut pas rentrer avec un bateau, effectivement, la problématique des 3 mètres de houle. Si on récupère le conteneur à l'extérieur et qu'on l'amène sur l'île, on peut le décharger à l'endroit où on veut. Et puis surtout, on peut récupérer les déchets. Et j'ai toute une étude que je peux vous présenter qui a été réalisée par la société Flying Wells sur le déplacement des conteneurs de déchets pour les amener à un centre de retraitement à l'aide de ce type de dirigeable. Donc je pense que c'est quelque chose que vous devriez aussi envisager parce que ça crée de l'emploi localement. Il y a du maintien en condition de ce type d'aéronefs qui sont des aéronefs en carbone avec de l'hélium. Il y a toute une piste de traitement et d'entretien de ce type de produit. Il faut un aérogare pour pouvoir mettre le ballon, donc ça peut permettre de récupérer une zone militaire et de la réutiliser. Voilà, c'est un sujet à mon avis qu'il faut vraiment prendre en compte et ne pas négliger aujourd'hui. Maruru Stéphane. Une autre remarque ici. Merci. Ce qui concerne la gestion des déchets, c'est que ça a été abordé très rapidement. Le meilleur moyen de réduire les déchets, c'est de ne pas les produire initialement. Je pense que c'était effectivement une donnée d'entrée de la table, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas trop approfondi. Il y a en Nouvelle-Calédonie, d'où je viens, une démarche d'interdiction du plastique qui a été initiée sur un certain temps. Alors c'est effectivement assez radical pour un certain nombre de commerces qui ont eu cette habitude-là pendant un certain nombre d'années, mais c'est une démarche qui pour moi devrait être partagée, notamment dans les retours d'expérience. Voilà, une suggestion. Maruru. Bonjour à tous, Heyava Samouit, chargée de mission déchets et économie circulaire au sein de l'ADEME. Donc, pour répondre à votre remarque, le pays, en fait, nous avons mené en partenariat avec le pays une étude sur la faisabilité de cette interdiction des sacs plastiques. Et donc, c'est en cours de réflexion, juste pour information. Et aussi, j'ai vu sur la table ronde gestion des déchets, vous avez évoqué la sensibilisation, la communication sur la prévention des déchets, la bonne gestion de ces déchets. C'est aussi pour vous informer que nous travaillons actuellement avec le pays pour établir cette stratégie de communication. Voilà, merci. Maruru, Monsieur le Président. Et on passera à la table suivante pour respecter les horaires. Oui, rapidement, oui. Effectivement, sur la gestion un peu des déchets, on n'a pas suffisamment mis en avant l'économie circulaire. C'est-à-dire de dire, aujourd'hui, un déchet ne-t-il pas être considéré comme une ressource ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas simplement dire comment évacuer ces déchets, mais de dire comment on peut réutiliser. C'est certes, la réglementation va permettre un peu de mieux encadrer, c'est-à-dire de faciliter, par exemple, l'usage de différents sacs qui permettraient de générer derrière d'autres unités de production ou de valorisation de ces déchets. Donc les déchets devraient être vraiment considérés, c'est ce qu'on avait dit, utiliser l'innovation pour vraiment trouver les ressources pour pouvoir transformer ces déchets en ressources. Ça, c'est la première chose. Effectivement, vous avez noté la réglementation qui permettrait de réduire le déchet plastique. Je tiens un peu à rappeler l'un des souhaits du cluster maritime, c'est de considérer par exemple la pyrotechnie, qui est un problème quand même difficile pour la Polynésie, de gérer le fin de vie, les péremptions un peu de tout ce qui est fusée de détresse, donc des matières quand même dangereuses et explosives.
Dans les îles, aucun armateur ne souhaite ramener ces produits qui sont en fin de vie, parce que ça présente trop de risques. Et donc derrière, la réglementation, par exemple, sur des nouvelles technologies de signalisation, que ce soit la PLB, qui donne des résultats d'ailleurs, en fait, ce sont des balises de détresse personnelles qui aujourd'hui, avec la technologie et les innovations, coûtent pas cher et permettraient de faire des meilleurs résultats de recherche, beaucoup mieux qu'une fusée que peut-être personne ne va voir au moment où on a tiré et que peut-être ça ne va pas fonctionner exactement. Voilà. Donc la réglementation, l'évolution des réglementations, et celle-là, elle dépend, je crois, de l'État. Hein, c'est la partie sécurité. Voilà. Merci. Madoudou, je vous propose, pour ne pas finir trop tard, que nous passions à la restitution de la table ronde numéro 3 qui portait sur les études, la valorisation de la recherche et l'exploitation des data. Et je vous remercie d'accueillir Sébastien. Bonjour. Sébastien Mollard, moi je suis directeur opérationnel d'Engie Service et de Bouygues Diesel. Donc je vais vous parler de l'étude valorisation de la recherche et exploitation des data. Je ne sais pas le petit sujet. Donc je voulais d'abord en préalable remercier l'ensemble des participants à cette table ronde, puisqu'on a eu affaire à des intervenants de qualité avec des sujets qui étaient extrêmement intéressants, en tant que pour ma part, puisque pas du tout mon domaine. Donc bien souvent, sur des sujets de discussion, ce qui est abordé en premier ou ce qui ressort en premier, ce sont les problématiques qui ont été abordées. Donc sur des programmes, donc le sujet sur des programmes isolés, donc pouvant parfois être redondant, c'est-à-dire que ce qui est apparu en premier, c'est que beaucoup de programmes de recherche étaient décidés de manière isolée, sans forcément de concertation entre les différents acteurs, donc avec parfois de la redondance sur les datas qui étaient collectées. Donc avec son pendant, c'est que certaines données sont manquantes pour compléter des besoins ou des programmes futurs. Ensuite, la difficulté de mettre ensemble les personnes, les structures, et que ce soit public ou privé. Donc on a évoqué, dans le sujet qui était abordé plus loin également, l'adhésion des populations aux différents programmes de recherche qui étaient mis en place. Plusieurs exemples ont été donnés, notamment sur des études de sites de ponte de tortues où les populations n'étant pas impliquées dans le programme de recherche avaient simplement effacé les traces des tortues. Et donc pour mener à des solutions, des résultats de recherche qui étaient forcément pas les bonnes. On a évoqué également les populations malgaches avec des coutumes qui étaient assez propres, et en ne les respectant pas, on se retrouve confronté à des problématiques d'acceptation du programme, quoi. Ensuite, une quantité de données importante disponible, mais des difficultés à l'exploiter. Donc ça, c'est ce qui est ressorti dans l'analyse des data, et c'est ce qui est revenu un peu assez souvent, c'est qu'on a une multitude de données qui existent depuis des années, mais on n'a pas forcément la possibilité de les collecter, on ne sait pas forcément ce qu'il y a, et on ne sait pas forcément les exploiter. Souvent, les données sont centralisées, c'est-à-dire comment on fait en sorte que les programmes qui sont menés puissent être élargis le plus possible en termes de superficie ou de domaine. Ça, c'était un point qui avait été évoqué. Et enfin, on a parlé également de la législation qui est parfois très contraignante et limite ou prohibe certains programmes. C'est-à-dire qu'on a des programmes qui ont été lancés où à l'issue, au moment de l'exploitation des résultats, les acteurs se sont aperçus que la législation en place ne permettait pas d'aller plus loin dans l'exploitation des recherches qu'ils avaient menées, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'avoir une cohésion à ce niveau-là. Donc je vais aller vite, parce que c'est bientôt l'heure, donc je sens que les gens ont faim. Ensuite, on a parlé quand même des bonnes pratiques. Donc là, il y a eu l'intervention de Jean-Claude sur l'hackathon pour l'exploitation de données publiques. Donc il va en parler plus en détail à la fin de la présentation, où justement ça peut amener une piste de solutions sur l'exploitation des données. La collecte participative en utilisation de plusieurs vecteurs. Donc là, on a parlé justement d'utiliser les moyens existants sur place pour pouvoir participer à la collecte des informations. Alors, on parlait en métropole de la SNSEM qui a été équipée de certaines valises pour collecter des données dans le cadre d'un programme de recherche où ils utilisent justement les bateaux existants pour faire cette collecte-là de manière assez transparente pour les utilisateurs. Ça n'amène pas de contraintes aux utilisateurs, mais ça permet de collecter des données de manière plus large
Et ensuite, la pédagogie donc préalable des populations, on s'aperçoit que quand les populations étaient associées dès le départ au programme, les programmes se passent beaucoup mieux, et derrière on a un retour, une adhésion de la population qui est beaucoup plus forte, donc avec un résultat qui est beaucoup plus important. Et avec l'innovation collaborative, donc là où on parle justement d'associer des personnes du public, du commun, pour participer à alimenter des bases de données dans le cadre de divers programmes. Ensuite, donc, ce qui a permis d'émerger les enjeux de ce sujet-là, donc la mise en place d'une démarche concertée, c'est-à-dire comment faire en sorte que demain, on puisse justement discuter ensemble aux différentes phases du programme. L'intégration des populations locales, bien sûr, avec une pédagogie pour pouvoir les impliquer. Identifier les données disponibles et partagées pour éviter de réinventer la roue. C'est-à-dire à partir du moment où on a déjà fait des études, ça ne sert pas à grand-chose de les refaire, si ce n'est pour avoir une continuité dans le temps de certaines données. La formation, donc ça a été un sujet qui a été abordé également, la formation de nos intervenants, ou en tout cas de nos chercheurs ou de nos ingénieurs localement, pour pouvoir justement aider à la compréhension, la qualification et l'utilisation des données. Parce que bien souvent, ce qui ressort de la phase primaire des programmes sont des données qui sont assez indigestes. Donc il y a besoin derrière de pouvoir les interpréter, les retraiter, de façon à les rendre compréhensibles, en tout cas exploitables. Et ensuite, uniformisation des formats de données avec des règles établies. On a parlé de métadonnées, c'est-à-dire que aujourd'hui, les données existent, mais dans des formats assez divers qui ne sont pas forcément exploitables par tout le monde. Et c'est comment on fait demain pour que ces données-là soient dans un format qui soit entre guillemets universel, avec des règles d'utilisation qui soient déjà connues. C'est-à-dire au moment où la donnée est disponible, qu'on sache au préalable dans quelle mesure elle peut être utilisée. Est-ce qu'elle est publique, donc avec des droits qui sont complètement libres, ou est-ce qu'il y a des droits dessus? À ce moment-là, il faudra contacter les propriétaires de données pour pouvoir les exploiter. Donc ça, c'était un sujet qui était... Donc en relistant un peu on va dire le processus de déroulement d'un programme de recherche, on avait une phase initiale qui était l'identification du programme. Donc là, on a essayé on va dire de décrire un peu assez simplement le déroulé d'un programme de recherche. On définit d'abord ce qu'on veut faire, donc qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, la réalisation, où on va aller sur le terrain et on va collecter ce qu'on a besoin. La qualification des données, c'est-à-dire qu'on valide, une fois qu'on a collecté ce dont on a besoin pour notre programme de recherche, il faut derrière valider et les mettre en pratique. Le partage des résultats, l'utilisation des données et leur valorisation. Donc là, on a les différentes étapes d'un programme de recherche classique. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est les pistes sur lesquelles il serait intéressant de travailler pour déjà répondre aux deux problématiques principales qui ont émergé des discussions. C'est-à-dire, au préalable, dans la phase d'identification, c'est de fédérer donc les différents programmes et de mettre de la cohésion dans ces programmes-là. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Donc il y a eu des initiatives qui sont en cours avec le RESIPOL de Polynésie. Donc là où plusieurs entités, on parlait du CRIOP, de l'UPF, se mettent en commun pour justement pouvoir partager sur des programmes existants et voir comment compléter ce qui existe. Et ensuite, derrière, la deuxième piste qui a été abordée, c'est comment lister, collecter et partager les données, ou ce qui existe, public ou privé. Donc là, on va parler de l'initiative du Océan Caton, qui est un exemple qui vise à justement utiliser les données qui ont déjà été collectées et qui existent. Donc la problématique de ce point-là, c'est comment on fait pour savoir ce qui existe, parce que bien souvent, je suis à peu près convaincu que les trois quarts de la salle ne savent pas où aller chercher de la donnée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on a besoin d'éléments, c'est, à part Google, c'est souvent ça qu'on tape d'abord, c'est Google. Et puis après, savoir exactement où sont les données scientifiques, c'est un peu plus compliqué. C'est comment on fait pour justement essayer de démocratiser ça et justement de promouvoir leur utilisation et leur exploitation. Okay. Donc voilà, c'était à peu près tout. Donc je vais juste laisser la parole à Jean-Claude pour qu'il nous parle un peu du hackathon et illustrer un peu ce qui existe aujourd'hui sur l'utilisation des données et comment faire en sorte de mieux les exploiter. Et avant de lui passer la parole, pour vous illustrer l'écart qu'il y a entre le commun des mortels comme moi et puis un chercheur, comment on collecte un toit, c'est juste vous illustrer un peu lui, le résumé qu'il avait fait de la table ronde.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a besoin d'intelligence, de son intelligence, pour à partir de ce qu'il a écrit, pouvoir un peu situer aux personnes comme nous, quoi. Bonjour, donc Jean-Claude, du coup, présenter le Océan Hackathon en remerciant le cluster maritime de nous permettre de faire cette présentation. Donc c'est une idée du Technopôle de Brest-Tiroise qui, du côté de Brest, avait l'ensemble des organismes, tout le monde avait de la donnée numérique, et un jour la question s'est posée, est-ce qu'on ne pourrait pas, au-delà de nos propres besoins, la mettre à disposition d'autres pour permettre de travailler avec, de la connecter et d'inventer, d'innover et de trouver peut-être des nouveaux produits et des nouveaux usages. Donc de cet Océan Hackathon, donc un certain nombre de partenaires, l'IFREMER, le CHOM, l'Agence française de biodiversité, l'IEM, donc Institut universitaire européen de la mer, le CEDRE, sur les questions de pollution, et donc le cluster maritime. Donc le Océan Hackathon, c'est quoi? Eh ben, c'est un concours, 48 heures non-stop, pour faire émerger des projets liés à la mer sur la base de l'utilisation de données numériques. Donc l'ensemble des partenaires ont mis dans une boîte commune l'ensemble des données numériques et vont faire pendant 48 heures travailler des gens sur ce domaine de manière multidisciplinaire, de manière très transversale. On va aller chercher des experts en numérique, mais également des sociologues, c'est vraiment transdisciplinaire. Voilà. Et ils vont essayer en 48 heures de sortir un prototype, un démonstrateur, et donc voire même de penser un business plan pour que ce projet puisse être viable. Donc le but, trouver de nouveaux usages aux données fournies par les partenaires que j'ai cités. Voilà. Et donc à travers un portail dédié. Créer une communauté, donc animée en créant une communauté du grand public aux professionnels, puisque le Océan Hackathon, vous allez le voir, permet d'associer du grand public, c'est-à-dire les gens sur le terrain, aux professionnels ou aux gens plutôt initiés. Donc faire émerger des projets innovants. Donc tout ça se fait en 3 temps, 3 mouvements. Premier mouvement, appel à défi. Donc dans un premier temps, on va voir les populations, les usagers, tous les gens qui sont intéressés par les questions maritimes, qui sont sur le terrain, et de leur dire quelles sont vos problématiques et de quelle manière, aujourd'hui, on pourrait essayer d'y répondre à travers nos données numériques. Donc dans un deuxième temps, une fois qu'on a ces défis, les gens peuvent s'inscrire pour essayer de résoudre ces défis. Donc il y a inscription des équipes. Et le dernier temps, c'est le fameux concours, 48 heures, on enferme tout le monde, avec des pizzas et puis du café. Et puis en 48 heures, ils cherchent à créer une maquette, un démonstrateur, une preuve de concept. Voilà. Et donc du coup, on est à la 4e édition sur Brest, mais qui est édition qui s'est développée sur le territoire national, donc à l'échelle métropolitaine, mais aussi l'idée était de pouvoir la promouvoir du côté de la Polynésie et pourquoi pas de la Nouvelle-Calédonie si on trouve des candidats et des partenaires. Donc voilà. Et puis, juste pour vous donner un exemple, le lauréat de Brest cette année a donc créé une carte en réalité augmentée, à partir d'une carte qui permet de faire du dialogue entre l'ensemble des acteurs et permettre d'être un outil pour la gestion de la planification des espaces maritimes. Donc c'est un outil juste essentiel. Voilà. Le leitmotiv du Océan Hackathon, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci. Madoudou. Est-ce que sur cette 3e table ronde, il y a des remarques, des questions, des agacements? Oui, rebonjour. Il me semble qu'on n'a pas abordé la notion, ou trop peu la notion de gouvernance sur la donnée. Les données sont effectivement produites partout. Il est important de garantir cette notion-là. C'est dans ces dynamiques et de par l'expérience qu'on a pu avoir dans des projets qu'on a faits, des projets qu'on a menés, pardon. C'est une des principales barrières de la démarche. C'est les réticences que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs sur « on va me prendre mes données ». Donc c'est important de garantir que chaque acteur maîtrise sa donnée. Et il me semble qu'on n'a pas parlé des dispositifs essentiels technologiques qui sous-tendent cette démarche. Parce que la donnée c'est bien et de vouloir en faire quelque chose c'est très bien. Mais c'est très compliqué de le faire sans l'outil technologique qui est nécessaire pour mettre les données en relation, pour permettre de développer des outils innovants sur la base de ces données et pour mettre en animation tout l'écosystème. Et le hackathon dont on parlait à l'instant, c'est une manière d'animer l'écosystème pour développer de la valeur avec ces données. Et dans ce cadre-là,
Je pense qu'il y a aussi des synergies à trouver entre nos territoires, parce que ce sont des dispositifs innovants qui sont très lourds à porter, technologiquement, qui sont très chers. Il y a énormément de relais à faire avec des écosystèmes de données internationaux. Quand on parle d'un certain nombre de DIAS, des dispositifs... alors un DIAS, c'est Data and Information as a Service, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui acquièrent de la donnée mondiale avec laquelle on peut croiser de la donnée territoriale. Et tout ça, ça nécessite des dispositifs qui sont très lourds à porter. Je pense qu'il y a une mutualisation qui est possible entre nos territoires, tout en gardant les données sur chaque territoire, et ça c'est important de le dire. Bonjour, merci. Marie-Lou Suc, Bioceanor, on est les lauréats du concours Tech for Island. Donc nous, on a mis au point une station météo sous-marine justement qui fait cette collecte de données. Et je voulais insister aussi sur un point, c'est que notamment plus on va collecter des données, plus on va aussi pouvoir, avec cette agglomération de données, pouvoir construire des modèles prédictifs qui va donc permettre de pouvoir mieux gérer, contrôler ces données et pouvoir interagir directement sur des plans d'action. Donc nous, par exemple, en contrôlant mieux les données aquatiques sur la qualité de l'eau, vous allez pouvoir derrière mettre un plan d'action. Donc je trouvais important de rajouter ce côté anticipation, prédiction avec les data scientists grâce à la collecte de ces données. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Oui. Pardon. Donc, bonjour Florent Violin et Odine. Je voulais juste insister sur l'importance d'ouvrir de la donnée. Alors, il ne s'agit pas forcément d'ouvrir tout. Tout simplement parce que généralement la valeur des données n'est pas forcément là où on pensait au moment où on l'a collectée. Nous par exemple, c'est un exemple concret, on transforme de la donnée de trafic maritime en mesure de courant marin. Donc on invente de la valeur à partir d'un objet qui n'avait pas du tout été conçu pour, et tout simplement parce qu'on a eu accès à un moment donné à un jeu de données de qualité suffisante qui nous a permis de jouer avec et d'inventer quelque chose de nouveau. Donc ça, du coup, ça permet de créer des nouveaux business models et des nouveaux moyens de rémunérer la collecte de données. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important d'ouvrir de la donnée comme les océans hackathons à un ensemble d'acteurs importants. Il ne s'agit pas d'ouvrir tout, parce que de la donnée non utilisée, ça ne sert à rien. Donc on rêve de data lake, ça devient des data graveyards. C'est-à-dire qu'en gros, on enterre de la donnée dans des ordinateurs qui ne servent jamais. Donc d'où vraiment l'importance d'ouvrir pour inventer des nouveaux business models et pouvoir avoir les moyens de collecter encore plus de données et avoir plus de retours pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc ouvrez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Oui, et ce sera la dernière. Bonjour, Franck Leca de l'université. Je voulais juste rebondir un peu sur les deux dernières tables rondes. En fait, il ressort qu'il y a quand même un gros besoin d'études, des études très spécifiques, qui soient contextualisées. Et a priori, ces études ne peuvent être menées qu'ici, puisqu'il faut qu'elles tiennent vraiment compte de toutes les problématiques locales. Et après, donc, il y a un problème qui est lié à l'étude, c'est le financement des études. Et je trouve qu'il y a un déficit de portail pour lancer des projets de recherche, pour pouvoir collaborer même avec des instituts nationaux ou internationaux. Et ce serait bien qu'il y ait, en fait, dans la structure qui va émerger et qui pilotera un petit peu tout ça, qu'il y ait un relais qui soit fait sur le financement des projets de recherche. Avant, il y a quelques années, il y avait un financement dégagé par le ministère de l'Outre-mer qui a disparu depuis quelques années, qui était quand même un moyen facile et assez accessible pour les laboratoires de recherche Outre-mer de lancer des investigations sur des problématiques très spécifiques. Donc ça, à mon avis, c'est un verrou qui est important de lever pour pouvoir faire émerger des solutions locales viables. C'est-à-dire on ne peut pas copier-coller une solution qui marchait éventuellement à Brest ou ailleurs et dire qu'elle va marcher ici. La rentabilité et la viabilité sont deux problématiques extrêmement compliquées à approcher, surtout ici. Bien, je vous remercie à toutes et à tous de ces questions. Juste avant de céder le micro à notre président, témoigner que cette année encore une fois, on a eu pour ces tables rondes et pour la participation à ces forums un public extrêmement varié, extrêmement transversal, à la fois des universitaires, des responsables associatifs, des responsables de l'administration et des agents de l'administration, des pouvoirs publics, des politiques, des privés, de la start-up aux grands groupes locaux.
et que c'est avec cette intelligence collective que ces dernières années, nous avons pu continuer à avancer. Donc pour conclure ce forum, je vous remercie d'accueillir à la mesure de son implication et de son engagement notre président Gérard Siot. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Monsieur Arnaud Leroy, député et président de l'ADEME. Je crois que vous êtes également été l'instigateur de la loi sur l'économie bleue en France. Et c'est donc bien sûr un honneur pour nous, qui défendons l'économie bleue, de vous recevoir ici. Chère Maïna Sage, notre députée du pays et qui nous a toujours été un indéfectible soutien pour le cluster maritime sur tous les sujets que nous portons. Merci de votre présence. Monsieur l'amiral Le Breton, cher Laurent, Kelly Yassine, ami et président du CESC de Polynésie française, messieurs les conseillers des différents gouvernements de la Polynésie française, chers amis du cluster, chers amis et partenaires, Yaorana. Je tiens avant tout de saluer et remercier notre hôte de nous avoir reçus ici pour cette restitution, le président et l'ensemble des équipes de la présidence. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes et chevilles ouvrières qui ont participé à la réussite de ce 6e forum de l'économie bleue. Notre secrétaire du cluster maritime, que j'appelle aujourd'hui Madame Cluster Maritime, je ne sais pas si elle est... Oui, elle est là. Assistée par cette occasion de Marion, donc Besançon. Merci pour avoir travaillé durement pour l'organisation de tout cet événement. Les animateurs de ces tables rondes, qui ont été nombreuses, qui ont eu la lourde tâche de coordonner, de synthétiser les échanges mardi matin et qui ont pris le temps un peu de rédiger le compte-rendu. L'excellent coordinateur du cluster maritime, Stéphane, spécialiste en fait de tous les grands événements. Enfin et surtout, je remercie la centaine des participants qui, par leur réflexion, leur temps consacré aux tables rondes, ont largement contribué au succès de cette édition. Je n'oublie pas non plus également ceux qui sont intervenus un peu pour la présentation un peu, que ce soit l'Institut polynésien de biomimétisme, Zéphyr et Boré sur ces projets. Et également, je tiens aussi à rappeler que nous avons fait la présentation de la gestion des déchets issus de la plaisance, qui était financée également, cofinancée par l'ADEME. Et dont les contenus vont servir énormément sur les sujets que nous aurons eu à traiter. Voilà. Ce 6e forum a été rendu possible aussi grâce au soutien financier du ministère de la Recherche, grâce aussi à l'accueil et l'excellente logistique de l'Assemblée de la Polynésie française et son président Gaston Tongson, que je remercie tout particulièrement. Et enfin, je tiens à saluer la belle réussite et synergie avec le Digital Festival Tahiti, qui a impulsé la dynamique du digital et de l'innovation dans le monde maritime, avec notamment l'Archipel Bleu et l'ensemble des entreprises françaises et européennes qui se sont déplacées pour se connecter avec les acteurs polynésiens. Je n'oublie pas également le beau travail de l'équipe du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, les frères Massenet, pour votre contribution durant cette table ronde. Je tiens à vous remercier. Alors, à quoi vont servir ces tables rondes? Avant tout, d'abord, elles servent à tisser les liens et faire asseoir autour d'une même table des acteurs d'horizons très différents qui ont souvent très peu d'occasions de se rencontrer. Au fil des ans, ces forums se sont même devenus des sortes de rendez-vous annuels d'échange d'idées. Durant quelques heures, toutes les parties prenantes d'une même, d'une même thématique débattent et échangent, et nous espérons tous tissent de nouveaux partenariats de travail et de coopération et poursuivre des échanges bien après la clôture du forum. J'ai su qu'il y a des partenariats qui ont été tissés entre System Factory et par exemple donc une équipe qui gère un peu les infrastructures maritimes. C'est en fait l'un des conséquences un peu de ces forums et surtout
nous avons aujourd'hui une équipe maritime entre privé et public qui se tisse et qui travaille ensemble sur ces problématiques. Je dirais, ça c'était vraiment le premier enjeu de ce forum. Nous sommes fiers aussi de faire en sorte que cette centaine de personnes puissent réunir et travailler ensemble sur des sujets et des idées communs à notre économie bleue pour la structurer. Enfin, ces tables rondes nous permettront de dégager une feuille de route, des actions à mener collectivement pour que des projets structurants de l'économie bleue voient le jour. C'est vrai que les réactions, les questionnements qui ont été lancés dans la restitution devront être intégrés dans la restitution, dont les documents seront donc transmis à l'ensemble des acteurs qui ont participé et donc des sociétés ou des organismes qui ont financé l'organisation. Je rappelle brièvement les enjeux liés à ce forum, ce 6e forum qui est dédié à l'innovation. La Polynésie doit s'inscrire dans son temps. Elle ne peut pas rester en marge d'un mouvement mondial d'innovation technologique et digitale. L'innovation est une nécessité pour nos îles, pour qu'elles soient mieux connectées et que ces innovations apportent une utilité au quotidien pour nos concitoyens et nos visiteurs. On a bien noté que les îles, les premiers enjeux qu'ils demandent pour pouvoir se développer, c'est de l'eau et de l'énergie. Et aujourd'hui, l'innovation ne peut être que facilitateur un peu de ces premiers besoins vitaux qui ne permettront pas autrement de développer ces îles. Donc il était important que ces sujets vitaux des îles doivent être traités également avec beaucoup d'innovation. Donc ensemble, nous devons créer une dynamique globale. Pourquoi pas en vue de faire participer une équipe polynésienne au défi du Hackathon 2020 qui regroupera chercheurs, universitaires, monde associatif, entreprises publiques et privées et jeunes entreprises de start-up pour pouvoir enfin maintenir une dynamique d'innovation et d'échange en Polynésie française. Voilà mon mot de fin. Merci à tous. Maruru. Et à l'année prochaine, donc, juste effectivement pour rappeler, comme je l'ai dit à discours d'ouverture, ce sera donc ma dernière mandat de président, en tant que président du cluster maritime, pour organiser le forum. Voilà, donc l'année prochaine aura lieu donc les nouvelles élections et assemblées générales. Donc bien sûr, j'invite à tous les acteurs de pouvoir un peu vous mobiliser pour que la continuité de ce mouvement du cluster maritime qui a émergé donc depuis 6 ans puisse perdurer dans le temps, parce qu'on voit bien que cette dynamique, elle est nécessaire, elle est demandée par tous les acteurs publics et privés, et qu'on arrive vraiment à co-construire un peu cette économie bleue. Merci encore à tous d'être présents. Merci, monsieur le député. Et bon appétit à tous.